Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Patricia Smith et je suis Marketing Manager pour le département Benelux de Bayer Crop Science. Merci de nous joindre à cette séance d'information sur le glyphosate. Après cette introduction, Sophie Persson, Regulatory Manager, vous donnera des explications sur l'usage du glyphosate et dira plus sur le processus d'autorisation européenne. Et pour conclure, Mark Snijders, notre responsable développement durable, prendra la parole et vous donnera des informations sur le débat public. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat, le Q&A, et nous y répondrons à la fin de la session. Et si ce n'est pas possible, on répondra plus tard. Nous tenons également à vous informer que cette session est enregistrée. Nous vous enverrons l'enregistrement ainsi que la présentation par la suite. Donc, mais commençons par le début, avec l'information sur glyphosate. Voilà. Glyphosate, c'est une matière active. Voilà, je vais commencer par la matière active glyphosate. Voilà, c'est une matière active, c'est une glycine. En fait, glyphosate, c'est un acide, une glycine. Vous voyez la formulation à l'écran. En fait, c'est une glycine, c'est tout à fait naturel. Il a été découvert par Monsanto dans les années 70. Il est donc utilisé dans l'agriculture depuis oui, presque 50 ans. L'acide est peu soluble et donc d'abord il est converti en sel dans le processus de production pour améliorer la solubilité. Donc en fait, si on parle de glyphosate, ce n'est que la matière active. Donc nous, chez Bayer, on vend le Roundup, qui est la marque Bayer, qui contient d'un côté la matière active qui est le glyphosate, mais d'autre côté aussi des autres matières qui sont des additifs et c'est surtout des agents de surface ou des tensioactifs, des surfactants. On vous parlera plus tard là-dessus. Donc en fait, d'abord, c'est quoi maintenant le mécanisme du glyphosate? Le glyphosate, c'est un herbicide total, hein, un large spectre. Et l'absorption du glyphosate se fait exclusivement par les feuilles. Donc, c'est un herbicide au contact et qui est absorbé par les feuilles. Et ensuite, le glyphosate est transporté au sein de la plante. Il se lie aux particules chargées positivement dans le sol. Donc, dans le sol, il n'y a pas d'activité, donc c'est lié. Et ça fait aussi qu'il n'y a pas d'absorption active par les racines du glyphosate. Donc, il n'y a aussi aucune activité rémanente. Donc, qu'est-ce que le glyphosate fait? Donc, le glyphosate arrête la croissance des plantes parce qu'il interfère avec la production d'acides aminés aromatiques. En fait, c'est un processus qui existe uniquement dans les plantes. Cette synthèse est dans les plantes, mais ce n'est pas présente dans les animaux, ce qui est important pour la suite de notre histoire ici. Pas pour les animaux, y inclut les insectes. Donc voilà, on parle des glyphosates, mais pas uniquement des glyphosates, on parle uniquement aussi de la formulation, le surfactant. Et qu'est-ce que ça veut dire, surfactant? En fait, c'est une abréviation. Surfactant, c'est Surface Active Agent. Et le surfactant, c'est aussi important que la matière active, en fait, parce que le surfactant fait en sorte que la tension superficielle est réduite. Donc, si vous avez le produit sans surfactant, il ne va pas vraiment pénétrer dans la plante, comme vous voyez sur les photos. Donc, la pénétration ne sera pas assez forte. Et s'il n'y a pas de pénétration dans la plante, en fait, il n'y a pas d'efficacité. Donc, le surfactant est très, très important pour l'absorption dans la plante et donc également pour augmenter l'efficacité. Et maintenant, je donne la parole à Sophie Persson, donc notre Regulatory Manager chez Bayer. Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer pourquoi nous pensons que l'utilisation du glyphosate ne pose aucun risque. Et pour cela, je vais vous emmener à travers trois parties majeures de notre dossier d'homologation, qui sont la partie environnement, la partie animaux et la partie santé humaine.
Et on va commencer donc par la partie environnement. On va donc d'abord s'attarder sur le comportement du glyphosate au sein de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un produit à base de glyphosate? Une partie de ce produit est interceptée par les plantes et ce qui n'est pas intercepté par les plantes se lie très rapidement aux particules du sol, donc à l'argile et à la matière organique, et n'est donc plus disponible pour l'absorption par les racines des plantes. Donc c'est ce glyphosate qui se lie aux particules de sol est rapidement transformé en un métabolite qu'on appelle AMPA. Donc c'est l'acide aminométhylphosphonique. Et l'AMPA se scinde lui-même très rapidement en deux composants, le dioxyde de carbone et en acide phosphorique, qui sont des composants inoffensifs pour l'environnement. Donc, ceci qu'on sait sur le comportement du glyphosate dans le sol est très rassurant. Néanmoins, le GRG, qui est l'ensemble des firmes qui ont décidé de soutenir le renouvellement du glyphosate au niveau européen et donc de ensemble constituer un dossier pour cette substance active, a décidé d'aller plus loin. Et donc, le GRG a mis en place un monitoring environnemental dans les États membres de l'Union européenne. Pour ce monitoring, le GRG a utilisé les données disponibles dans plusieurs États membres, données disponibles d'analyse du glyphosate dans plusieurs compartiments de l'environnement, l'eau, les eaux de surface, les eaux souterraines, l'eau potable, dans le sol, dans l'air, dans les sédiments. Et je vais vous montrer dans le slide suivant les résultats plus détaillés de cette étude, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette étude a montré que l'utilisation du glyphosate était sûre dans l'environnement en Europe, pour autant que les produits soient utilisés conformément aux prescriptions de l'étiquette. Et ne représente donc aucun risque pour les écosystèmes ou pour la santé humaine après exposition via l'eau potable. Là où parfois des problèmes locaux pouvaient être identifiés, une clarification ciblée a été faite et des mesures de stewardship sont mises en place. Donc ces résultats montrent que l'utilisation du glyphosate est complètement conforme à toutes les réglementations européennes qui s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques et à la substance active. Je vous ai promis de vous montrer les résultats détaillés de l'étude de surveillance et vous les voyez ici. Donc, dans la première colonne, vous voyez les différents compartiments de l'environnement qui ont été étudiés, donc dans lesquels des échantillons ont été prélevés. Dans la deuxième colonne, ça vous montre le nombre d'échantillons disponibles pour chacun de ces compartiments. Et ensuite, vous voyez pour le glyphosate et ainsi que pour son métabolite AMPA, les normes réglementaires en vigueur et le pourcentage d'échantillons qui étaient conformes à ces normes réglementaires. Et le pourcentage de conformité est extrêmement important parce que dans tous les cas, il est plus élevé que 99%. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé plus en détail là où il y avait des dépassements des normes. Et ce qu'on remarque, c'est que les dépassements étaient généralement sporadiques, pas systématiques, ni dans l'espace ni dans le temps. Et en plus, pour les eaux de surface, on sait que moins de 0,1% des dépassements étaient successifs dans le temps. Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Ça nous apporte l'information que les dépassements ne sont pas liés à des usages qui seraient problématiques pour les produits à base de glyphosate. Et donc, les produits à base de glyphosate ne présentent pas d'usage problématique. Donc ça, c'était pour la partie environnement du dossier. Donc on est rassuré, on sait que le glyphosate ne présente pas de risque par rapport à son comportement dans l'environnement. Ce qu'on étudie aussi dans le dossier homologation, c'est l'impact potentiel des matières actives sur les animaux, l'écosystème. Et qu'est-ce qu'on étudie pour toutes les matières actives et donc aussi pour le glyphosate? On a étudié est-ce qu'il y a un risque pour une grande variété d'organismes qui sont les oiseaux, les mammifères, les poissons, les invertébrés aquatiques, les pollinisateurs, les arthropodes non cibles, les plantes aquatiques,
les organismes du sol au sens large, donc les vers de terre, les bactéries, les arthropodes du sol et les plantes non cibles. Bon, les plantes non cibles ne sont pas des animaux, mais vu leur importance pour la biodiversité et dans la chaîne alimentaire, il nous semblait important de les représenter également sur ce slide. Pour tous ces organismes, on a étudié le risque aigu, donc à court terme, mais également le risque chronique, donc à moyen et long terme. Et ce risque a été étudié pour une dose maximale unique de 2,16 kg de glyphosate par hectare. Qu'est-ce qui ressort de ce slide? Vous pouvez voir donc en vert qu'on estime que le risque est tout à fait acceptable pour chacun de ces organismes. Vous verrez juste qu'en ce qui concerne les mammifères, il y a une couleur légèrement orangée. Ce n'est pas parce que le risque serait inacceptable, mais c'est uniquement parce que pour un seul des usages qui est repris dans le dossier glyphosate, et le dossier glyphosate en couvre 23, donc pour un seul de ces usages, le risque est acceptable pour une dose légèrement plus faible, qui est une dose de 1,44 kg par hectare. Et ça, c'est pour les plantes à racines et plantes à bulbes. Donc voilà, de nouveau, pour cette partie du dossier, une conclusion très rassurante sur l'absence de risque lié à l'utilisation du glyphosate. Maintenant, je vais passer à la partie risque, évaluation du risque pour la santé humaine. Et là, de nouveau, vous pouvez voir par les couleurs vertes que l'évaluation du risque attendu pour la santé humaine suite à l'utilisation de produits à base de glyphosate est tout à fait favorable, que ce soit au niveau de la toxicité aiguë, donc à court terme, et également pour la toxicité à moyen et long terme. Ainsi, le glyphosate n'est pas toxique pour le développement ni pour la reproduction. Ce n'est pas non plus une substance génotoxique ni carcinogène et ce n'est pas non plus un perturbateur endocrinien ou une substance neurotoxique ou immunotoxique. Donc le glyphosate en tant que substance active uniquement classée irritant pour les yeux. Mais ça ne représente pas un risque lors de l'utilisation, car si on utilise le produit selon les bonnes pratiques agricoles, conformément à l'étiquette, éventuellement se protégeant voilà, le visage, il n'y a pas de risque lié à l'utilisation du produit. Ce qu'on a voulu faire dans le slide ici, c'est mettre en perspective la toxicité du glyphosate par rapport à d'autres substances que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Et donc, on a repris dans ce schéma la dose létale 50 de plusieurs substances. La dose létale 50, c'est la dose à laquelle 50%, à laquelle on va constater une mortalité pour 50% de la population testée. Ce sont généralement des tests effectués sur rats. Et la dose létale 50 est exprimée en milligrammes de substance par kilo de poids corporel de l'organisme testé. Qu'est-ce que vous retrouvez par exemple comme substance? Vous retrouvez la vitamine, la caféine, le piment, le vinaigre, le glyphosate. Et ces substances dans ce schéma sont classées de la plus toxique. Donc vous les trouvez sur la gauche de votre écran, à la moins toxique sur la droite de l'écran. Et donc, vous voyez que, par exemple, le glyphosate est une substance moins toxique que, par exemple, la vitamine D, qui est pourtant administrée ou en tout cas conseillé à chacun en hiver, y compris aux jeunes enfants. Et donc, ça indique juste que cette substance a une toxicité plus importante que le glyphosate. Pour autant, autant le glyphosate que la vitamine D, si ces substances sont utilisées conformément aux recommandations de l'étiquette, elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine. Donc ça, c'était pour vous donner voilà, un aperçu de la toxicité à court terme du glyphosate par rapport à d'autres substances. Il nous semblait également important de vous montrer que pour la toxicité chronique, donc à moyen et long terme, on utilise des marges de sécurité qui sont très importantes. Et donc, vous voyez sur la gauche de votre écran une indication de dosage sur le terrain. Donc, il s'agit du niveau de résidu qui est attendu après avoir utilisé le glyphosate en champ. Et vous voyez que ce niveau en résidu attendu est beaucoup plus faible que la dose sans effet nocif qui est issue de nos données et de nos études toxicologiques. Ainsi, à titre d'exemple, pour le glyphosate, il s'agit d'un facteur de sécurité de l'ordre de 5400 pour les adultes et 4000 pour les enfants.
Donc ça montre bien qu'il n'y a aucun risque pour la santé humaine à utiliser les produits à base de glyphosate. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres secteurs qui appliquent des facteurs de sécurité de cet ordre de grandeur. Donc avec ceci, je conclus la partie sur la santé humaine. Donc on a vu que le risque pour la santé humaine était tout à fait acceptable après utilisation du glyphosate selon les recommandations de l'étiquette. Et donc ceci nous convainc totalement que l'utilisation de produits à base de glyphosate, selon les recommandations de l'étiquette, est sûre, aussi bien par rapport à son comportement de l'environnement que par rapport aux risques pour la santé humaine et pour les organismes présents dans les écosystèmes. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans notre dossier d'homologation. Maintenant, où en est ce dossier de renouvellement du glyphosate au niveau européen? Donc, comme je le disais, le dossier du glyphosate est défendu, a été construit par 8 firmes qui l'ont établi ensemble. Ces firmes sont nommées le GRG, donc le groupe de renouvellement du glyphosate. Le dossier a été soumis le 8 juin 2020 auprès des États membres rapporteurs. Donc, le glyphosate est un dossier particulier parce qu'au lieu de un seul État membre rapporteur pour faire l'évaluation de ce dossier, ce qui est normalement le cas. Ici, les États membres rapporteurs qui feront l'évaluation de ce dossier seront 4. Donc, ce sera la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède. Bien évidemment, les autres États membres de l'Europe ont un droit de regard et un droit de commentaire sur cette évaluation. Le glyphosate est aussi un dossier particulier parce que le GRG a décidé depuis le début de le rendre totalement transparent. Et donc, si vous allez visiter le site internet qui est repris sur le slide, vous allez pouvoir y trouver le dossier complet, donc c'est-à-dire toutes les études, les résumés des études, aussi des explications qui mettent en perspective les résultats des études, et également tous les rapports de réunion qui peuvent avoir lieu entre les sociétés qui soumettent le dossier, donc le GRG, et les États membres qui font l'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier pour ce dossier du glyphosate. C'est un dossier donc très particulier également parce que c'est sans doute le plus gros dossier substance active qui ait jamais été constitué. Donc il contient 1500 études scientifiques, 12 000 revues de littérature publique et également une centaine de nouvelles études. Pourquoi des nouvelles études? Parce que la science évolue et donc les attentes et les exigences des États membres qui font l'évaluation évoluent également. Et donc, il nous semblait nécessaire d'intégrer de nouvelles études dans le dossier afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions qui pouvaient se poser. C'est donc un dossier énorme, il contient environ 180 000 pages. Il va être évalué, comme je l'ai dit, par 4 États membres rapporteurs et il couvre 23 usages. Donc, il faut savoir que pour soutenir une substance active au niveau européen, il est suffisant de soumettre un dossier qui couvrirait un seul usage. Et ici, dans le cadre du glyphosate, on a décidé de mettre dans le dossier 23 usages différents, ce qui est très important. Il s'agit d'usages agricoles, mais également d'usages non agricoles. Par exemple, l'usage du glyphosate sur les voies ferrées ou contre les espèces invasives. Ce dossier est gros également parce qu'on a décidé d'y inclure des parties supplémentaires par rapport à ce qui est exigé par la loi. Comme j'en ai déjà parlé, le dossier inclut un vaste rapport de monitoring de la substance active dans l'environnement. Il inclut également une évaluation et des propositions pour limiter l'impact du glyphosate sur la biodiversité. Et également, il liste et il explique les bénéfices du glyphosate dans le cadre de l'agriculture de conservation et pour la gestion intégrée de la résistance des adventices, ainsi que des informations sur les bénéfices du glyphosate sur le plan agricole et social. Où en est le processus d'évaluation à ce jour? Donc, le glyphosate avait été renouvelé en 2017 pour une durée de 5 ans. Une première réunion a eu lieu entre les firmes qui soumettent le dossier, donc le GRG, et les États membres qui vont faire l'évaluation. Cette réunion a eu lieu en juillet 2019 afin de clarifier toutes les exigences qui devaient être prises dans le dossier. Le dossier a lui-même été soumis, comme je l'ai déjà dit, en juin 2020 et en juin 2021,
les États membres qui en font l'évaluation ont publié leur rapport. Ce rapport indique que voilà, ils estiment que le glyphosate ne doit pas être classé comme cancérigène, qu'il n'est pas non plus une substance toxique pour la reproduction, qu'il n'est pas mutagène et qu'il n'est pas toxique pour les organes, ni après une exposition unique, ni après une exposition répétée. Et le glyphosate n'est pas non plus toxique pour le consommateur qui consommerait des aliments sur lesquels se trouvent des résidus de glyphosate. Et donc, de manière générale, il répond complètement aux exigences pour être renouvelé au niveau européen. Néanmoins, le trajet de renouvellement du glyphosate au niveau européen est loin d'être terminé. D'autres instances, comme l'ECHA, donc l'instance qui s'occupe de la classification des substances actives, et l'EFSA qui s'occupe de l'évaluation du risque, doivent encore rendre leur rapport. Et je vais laisser mon collègue Marc vous expliquer quelles sont les prochaines étapes attendues au niveau européen. Voilà, merci Sophie. Aussi de mon côté, bonjour à toutes et tous. Je vais continuer la présentation et parler un petit peu des étapes suivantes maintenant dans le processus, mais peut-être d'abord encore une fois rappeler que c'est possible de poser des questions dans le Q&A et alors on va les répondre après la présentation. Maintenant, quelles sont les étapes suivantes dans le processus? Comme Sophie a expliqué, il y a un premier rapport qui a été établi, qui est très positif, et on a déjà eu la possibilité de commenter sur ce rapport. En fait, tout le monde, les scientifiques, mais aussi le grand public, pouvaient donner ses commentaires sur cette évaluation. Cette période a été clôturée entre-temps et Bayer a déjà répondu à ces commentaires qui ont été mis en avant. Et Bayer a aussi la possibilité, ensemble avec les autres sociétés, parce qu'on travaille dans le GRG, de donner des données en fait supplémentaires si ce serait nécessaire. Maintenant, il y a encore différentes étapes qui vont suivre pendant l'année 2022. Et en fait, on va encore établir d'autres rapports parce qu'on va regarder les commentaires qu'on a soumis maintenant dans la dernière évaluation. On va travailler en EFSA avec ECHA pour arriver à la fin de 2022 avec une conclusion d'EFSA sur le dossier de réregistration. Et à part de ça, la Commission va établir une proposition de loi, si vous voulez, comment le produit pourrait être registré pour les prochaines 10 ou 15 années. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, toute cette évaluation a été faite sur base de la science, sur des études, sur des faits. Maintenant, on arrive de plus en plus dans une situation où il y a d'autres éléments qui vont jouer un rôle. Et pour vous expliquer comment ça marche, parce qu'à la fin, ce seront des pays et des représentants des pays qui vont décider, qui vont voter via système de la comitologie sur le futur du glyphosate. Et comment est-ce que ça marche? En fait, on a le SCOPAF, ce qui est la commission pour des plantes, mais aussi pour les animaux, et ils vont regarder la proposition de l'EFSA et ils vont voter si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Et en fait, s'il y a un avis positif, et ça veut dire qu'on a une majorité qualifiée, et pour avoir une majorité qualifiée, il faut avoir au minimum 55% des pays qui votent pour, qui représentent 65% de la population. Vous pouvez bien imaginer si demain il y a un grand pays qui vote contre, qu'il y a déjà plusieurs autres pays qui doivent voter pour compenser en nombre de pays, mais aussi certainement en population. Maintenant, si l'avis est positif, pas de problème, la Commission suit et la prolongation est accordée. Alors, dans le deuxième cas où il y a un avis négatif, où il n'y a pas d'avis, il y a deux possibilités. L'option 1, c'est que la Commission
peut présenter une nouvelle proposition qui est modifiée. Par exemple, comme on a fait en 2017, où on a changé le temps que le produit serait réenregistré, qui est seulement 5 années au lieu de 10 ou 15, ce qui est normal. Ou il y a une option 2, c'est que la Commission peut introduire un recours. Et ça veut dire que là, la vote passe à la commission de recours et de nouveau, on a 3 possibilités. Un avis positif, et là, de nouveau, la commission suit et une prolongation sera accordée. Une deuxième possibilité, c'est pas d'avis. Et alors, c'est la commission qui peut décider positif ou négatif. Ils ont le droit de prendre cette décision. Ou soit, il y a un avis négatif. Et là, il n'y a pas de prolongation de glyphosate pour le futur. Ça, c'est un petit peu le processus. Maintenant, ce processus, avant, c'était une évaluation purement scientifique sur les faits, sur les études. Et ici, ça devient de plus en plus politique avec d'autres éléments qui sont pris en compte. Maintenant, c'est très important de s'engager avec des différentes parties prenantes. Et, pour ça, on a développé aussi, disons, une stratégie ou une approche. Et cette approche-là est basée sur 3 piliers. 3 piliers qui représentent la transparence, que Sophie a déjà expliqué, l'avenir de l'agriculture et une activation de différentes parties prenantes. Alors, quand on regarde la transparence, c'est bien de savoir que Bayer a décidé en 2017 d'ouvrir tous les dossiers sur la sécurité de ces produits pour le grand public. Bayer était la première société qui l'a fait et c'était vraiment une révolution dans notre domaine parce que normalement c'est des secrets de société parce que d'autres sociétés ou d'autres instituts peuvent utiliser cette information pour apprendre comment faire par exemple des études ou développer des produits. Nous n'avons pas seulement fait ça pour les produits Bayer en 2017, mais déjà quand on a repris Monsanto, on a tout de suite décidé de faire le même pour le glyphosate et aussi le GRG, le groupe de sociétés qui défendent maintenant le glyphosate. Ils étaient d'accord de donner cette ouverture vis-à-vis le grand public, les scientifiques, en fait, tout le monde. Je pense que ça, c'est très important dans le dossier. Il n'y a rien à cacher. Alors, les deuxième élément sur lequel on travaille, c'est l'avenir de l'agriculture. Et je pense que dans les dernières semaines, c'est devenu clair que l'agriculture, c'est quelque chose qui est de très important pour beaucoup de choses, mais certainement aussi pour notre nourriture et pour le futur de notre planète. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de démontrer pour le glyphosate, mais aussi bien sûr pour les autres produits, comment l'innovation peut aider l'agriculture ou la production alimentaire de devenir plus durable. Ce qui correspond très bien avec les objectifs du Green Deal, de Farm to Fork ou la stratégie biodiversité. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de nous engager dans un dialogue avec toutes les parties prenantes. Je suppose que il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent notre ferme à Huldenberg, la ferme de démonstration, le Bayer Forward Farm. Et en fait, cette ferme-là a été établie effectivement pour montrer comment on peut améliorer la durabilité de notre agriculture en utilisant de l'innovation. Et alors, il y a le troisième pilier, c'est en fait l'activation. Ce qu'on essaye de faire, c'est de donner le maximum d'informations à tout le monde et d'aussi essayer d'entrer en dialogue et de convaincre les gens de devenir des ambassadeurs, si vous voulez, pour l'agriculture de la future avec l'innovation et aussi, bien sûr, pour l'utilisation de glyphosate qui joue un rôle très important dans cette future de l'agriculture. Maintenant, on vient au débat public. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Je vais toucher quelques éléments qui reviennent assez souvent dans ce débat public.
Par exemple, pourquoi est-ce que le glyphosate est tellement souvent cité? Qu'est-ce qu'il y a de la sécurité alimentaire, de la santé publique? Ça a déjà été traité pour une partie par Sophie avant, mais je vais encore en revenir avec quelques exemples pratiques. Qu'est-ce qu'il y a du cancer, la biodiversité, le climat, les médias et la politique? Alors, pourquoi le glyphosate est tellement souvent cité? C'est normal parce que quand on regarde un petit peu la graphique à droite, vous voyez que en fait, c'est l'herbicide le plus utilisé, le plus vendu au niveau mondial et loin devant tous les autres herbicides. Ça veut dire que c'est très visible et en fait, le glyphosate est devenu un petit peu le symbole d'une agriculture industrielle, où il y a quand même beaucoup de gens qui ont des doutes comment on doit produire notre nourriture. Deuxième élément qui joue, c'est que l'application est très visible. Des champs jaunes sont connus et même aux Pays-Bas, il y a des politiciens qui ont appelé à envoyer des photos dans les réseaux sociaux pour montrer combien de champs jaunes il y a qui ont été tués par le glyphosate. C'est quelque chose qui est très émotionnel, qui est très sensible. Il y a aussi l'héritage de Monsanto. Monsanto est visé depuis des années comme une société qui symbolise en fait tout ce qui est mauvais dans la chimie. Et c'était pas facile, bien sûr, de sortir de cette situation-là. Et on voit que même pour Bayer, on a hérité une partie de cette image-là. Et le quatrième point, c'est la perception du risque. En fait, c'est très difficile pour les gens de comprendre ce qui est la différence entre le risque et le danger. Et le risque, je vais vous montrer une graphique après qui l'explique un petit peu plus clair. En fait, le risque, c'est le résultat du danger fois l'exposition. Si le danger est très faible et il y a beaucoup d'exposition, ça pourrait quand même donner un risque, ou de l'autre côté, si le danger est plutôt élevé, mais il n'y a pas d'exposition, ça ne donne pas de risque. C'est un produit chimique, déjà ça rend la discussion parfois difficile. Il y a aussi la partie self-control. Les gens, ils sentent qu'ils ne maîtrisent pas en fait l'utilisation du glyphosate parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est les agriculteurs qui l'utilisent dans la production de la nourriture. Et beaucoup de gens, ils ne savent pas comment le produit est utilisé et que, par exemple, en Europe, on ne va jamais utiliser le produit sur une culture. Et alors, ils ont aussi difficile de comprendre quel est alors le bénéfice. Pour moi, comme consommateur, je ne vois pas ça donne uniquement un bénéfice pour les agriculteurs ou pour les sociétés qui le vendent. Ça rend que la discussion devient très difficile dans le débat public. Maintenant, quand on parle de sécurité alimentaire, Sophie a déjà expliqué comment on établit les MRR, mais ce qui est plus important dans ce contexte, c'est de montrer la différence entre le danger et le risque. Et vous voyez ici une petite image, un petit film qui montre un animal qui est dangereux, le lion. Et un enfant. Et en fait, le lion est dangereux, mais comme l'enfant n'est pas exposé, il n'y a pas de risque. Et c'est le même pour nos produits qui sont utilisés de façon correcte. Il y a peu d'exposition pour les consommateurs ou pour les utilisateurs. Ça veut dire que le risque d'utilisation est très, très faible. À droite, vous voyez aussi une image qui représente en fait un petit peu la possibilité de mesurer maintenant des quantités infimes. Et ça, c'est le deuxième grand défi qu'on voit. Souvent, on parle des quantités, des nanogrammes ou des microgrammes qu'on retrouve dans certaines nourritures ou dans la nourriture. Ici, en fait, le vin Bordeaux. Il y avait 3 échantillons dans lesquels on a trouvé 8, 4, 10 microgrammes par litre de glyphosate. Il faut savoir que le LMR est à 500 microgrammes, ça veut dire beaucoup plus élevé. Et quand on regarde
aux ADI, hein, ce qu'on peut absorber en fait pendant toute sa vie, tous les jours. C'est même mis à 0,5 mg par kilogramme. Ça veut dire que pour arriver à cette dose qui est considérée comme ne posait pas de risque pour le consommateur, on doit consommer plus que 4000 bouteilles de vin par jour, juste pour mettre les choses en contexte. Et j'ai pas mal de discussions avec beaucoup de gens et j'utilise souvent cette comparaison avec l'alcool parce que l'alcool est considéré comme une matière active, si vous voulez, ou un produit qui est cancérogène. Voilà, dans le vin, on retrouve 12% d'alcool, ça veut dire 120 grammes par litre ou 120 000 milligrammes par litre ou 120 millions microgrammes par litre. Si vous comparez les 120 millions de microgrammes avec les 8, 4 et 10 microgrammes de glyphosate qu'on a retrouvés, vous pouvez comprendre que, pour le risque, il n'y a aucun problème. Et quand on regarde même dans le sang, hein, la dose légale est 0,5 pour 1000, ce qui correspond à 500 000 microgrammes par litre, juste pour mettre les choses en contexte. Alors, le lien avec le cancer, c'est avancé très souvent et c'est en fait suite d'une évaluation qui a été faite par le CIRC. C'est un organisme qui est lié à la World Health Organization. Et eux ont décidé, sur base, et ça il faut bien comprendre, sur base de regarder le danger et pas le risque, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, ils n'ont pas évalué toutes les études qui étaient disponibles. Ils se sont basés sur une quantité d'études limitées. Alors, ils ont décidé de cataloguer le glyphosate comme potentiellement cancérogène, mais il faut savoir, dans le même groupe, il y a beaucoup d'autres choses comme la viande rouge ou le travail de nuit ou le métier de coiffeur. En fait, il y a très peu de produits qui sont considérés par cette groupe-là, le CIRC, comme non cancérogène. Tout le reste a un classement. Alors, c'est quand même sécurisant, c'est de voir que toutes les organisations internationales, les autorités de différents pays, du Japon, d'Australie, du Canada, du US et en Europe, ils ont chaque fois conclu, à base du dossier, à base de toutes les études qui sont disponibles, que le glyphosate n'est pas cancérogène. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Aussi, quelque chose qui joue dans toute cette discussion-là, c'est les procès en Amérique, mais qui découlent d'un autre système juridique et qui ne sont pas du tout liés à la situation en Europe. En fait, il ne s'agit pas de prouver que le glyphosate est cancérogène. En fait, on essaye de faire payer des sociétés. Ça travaille avec des jurys, des gens qui ne sont pas des experts. Basé sur en fait des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Alors, on parle aussi de temps en temps de la maladie de Parkinson. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de relation de causation prouvée entre le glyphosate et la maladie de Parkinson. Ça, c'est clair. Ça a été étudié. Il n'y a pas de lien. Parfois, on fait nous croire que la maladie de Parkinson est en augmentation, et c'est vrai au niveau mondial, mais ça a à voir avec la population qui devient de plus en plus âgée au niveau mondial, et de là, on a aussi plus de Parkinson. Quand on regarde, par exemple, les graphiques pour la Belgique ou les Pays-Bas, vous voyez que les graphiques, en fait, ils descendent. Il n'y a pas question qu'il y a une pandémie de Parkinson, loin de ça. Mais souvent aussi là, de nouveau, le glyphosate, on essaie de le mettre dans le même bain et de semer des doutes sur cette activité. Alors, il y a la question de la biodiversité. C'est clair que, outre le climat, c'est un des plus grands défis de notre planète.
Mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation des produits des pesticides. C'est sûr que les herbicides, ils peuvent tuer des plantes, c'est clair, mais en fait, les produits de protection de plantes, comme le fumure, comme d'autres éléments qu'on utilise en agriculture, ils permettent juste d'augmenter la production par hectare, et ça veut dire qu'on a besoin de moins hectares pour produire la même quantité de nourriture. Et ça veut dire qu'il reste plus d'espace pour la biodiversité. C'est une discussion qui revient chaque fois. Chaque fois, on essaye d'expliquer que c'est dû aux pesticides. Non, c'est dû à notre façon de vivre, à l'utilisation de différents produits, les voitures, de construire des maisons, l'infrastructure, et de produire la nourriture, parce qu'on doit produire de plus en plus de nourriture pour nourrir tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, la seule solution pour le futur, c'est de produire notre nourriture sur une surface qui est le plus limitée possible. Et pour ça, on a besoin des produits de protection de plantes. Qualité d'eau, là aussi Sophie a déjà très bien expliqué, mais j'ai pris ici l'exemple, et cet exemple vient de la Flandre, où on a fait l'analyse de l'eau de surface, et vous voyez ici les différentes matières actives qui sont retrouvées dans l'eau de surface. Sa tendance de diminuer, ce qui est déjà très bien, mais ce que vous voyez aussi, que c'est tout à droite, vous avez le glyphosate, et en fait, dans la plupart des années, on ne va pas retrouver dans aucun échantillon qui a été pris du glyphosate. Ça veut dire, même si le produit est utilisé quand même fréquemment, qu'on ne retrouve pas ou très peu dans l'eau de surface, ce qui donne quand même, ce qui rassure quand même que le produit ne pose pas de problème pour notre qualité d'eau de surface. Autre point qui est souvent discuté, c'est le climat. Et l'agriculture est souvent avancée comme une des secteurs qui sont très importants au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des études pour un petit peu voir, tiens, mais est-ce que glyphosate peut jouer un rôle là-dedans? On a su prouver que, en fait, en utilisant glyphosate, et on doit travailler moins le sol, dans certains cas, on ne doit pas labourer. On peut en fait épargner du fuel. On a calculé que, en fait, ça correspond, s'il n'y a plus de glyphosate, en même chiffre que 2 millions de voitures en plus par an en Europe. Si on enlève le glyphosate, on fait aussi le calcul au niveau mondial, et là, ça correspond à peu près 80 millions de tonnes de CO2 par an d'émissions qui sont évitées. Et ça correspond plus ou moins à toutes les émissions de la Belgique. Un petit peu moins, mais pour vous donner un exemple. Alors, aussi à ce niveau-là, glyphosate peut apporter un bénéfice. Alors, le glyphosate dans les médias, ça c'est très difficile, c'est une relation qui est très difficile, et en fait, il y a un livre qui décrit ça très bien, c'est le glyphosate, l'impossible débat, par Gilles Rivière-Wexstein, et je peux vous conseiller à le lire parce que et on peut aussi comprendre quand on voit comment les médias travaillent, ils cherchent un petit peu la controverse, bien sûr, des choses qui appellent aux gens, et c'est plutôt des choses négatives que positives. Et malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on reprend des études qui ont été faites ou qui sont de moindre qualité pour écrire des articles, mais ça sème bien sûr des doutes partout, parce que les gens, quand vous entendez tout le temps la même histoire dans les médias, on va finir à croire, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui donne des risques. Mais c'est un débat qui est très difficile, et je peux rien que vous recommander de lire soit cet livre, ou d'aussi vérifier, par exemple, ce qui est écrit, ce qui est publié au niveau de PhytoWeb, parce qu'il y a tout un dossier sur le glyphosate qui a été fait par l'administration, et qui donne quand même beaucoup de réponses très neutres à base de la science qui est connue.
Alors, le dernier élément, c'est la politique. Et en Belgique, c'est pas évident. Et aussi dans ce dossier, c'est très compliqué. Parce qu'on prend des décisions où il y a différents niveaux qui interviennent, il y a différents départements, il y a différentes compositions des gouvernements. Ça veut dire que pour arriver à une position claire et nette, c'est pas du tout évident. Maintenant, on doit aussi comprendre, parce que parfois on demande, mais tiens, comment c'est possible, s'il y a autant d'études, s'il y a autant de choses qui montrent qu'il n'y a pas de risque, que la politique n'ose pas prendre une décision claire pour. Il faut aussi savoir, parce qu'il y a ce débat public qui rend les choses tellement difficiles, tellement polarisées, que pour un politicien ou politicienne, c'est pas évident de prendre une position, parce que dès le moment où vous prenez une position positive pour le glyphosate, c'est plus ou moins une suicide politique. On est arrivé à ce niveau-là. Néanmoins, on croit que c'est important de nous baser sur les faits, sur la science, pour prendre des décisions. Et dans ce cas-là, je pense que le glyphosate, il a toute raison d'être prolongé. Alors, les conclusions. C'est clair que le débat est fortement polarisé et le glyphosate est devenu un symbole de capitalisme, des multinationales, de la chimie, de l'agriculture industrielle, ce qui rend les choses pas faciles dans le débat, dans le dialogue. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de fondement scientifique pour interdire le glyphosate. Ça, c'est le point quand même très fort qu'on a de notre côté. Que l'évaluation de l'EFSA est positive jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est bien sûr le SCOPAF qui votera à ce sujet à la fin de cette année. Et là, ce n'est pas uniquement la science qui va être mise comment je veux dire, qui va être considérée. Il y a aussi d'autres éléments. Et pour ça, c'est très important de comprendre qu'il y a une influence majeure de l'opinion publique et qu'on doit aussi participer dans cette opinion publique. Et c'est pour ça que on vous informe aussi pour vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider aussi quand vous avez des questions, de répondre à ces questions et de devenir plus ou moins aussi un petit peu un ambassadeur pour l'agriculture de futur, pour des décisions qui sont basées sur la science et pas uniquement sur l'émotion. Voilà, ça c'était la présentation. Entre-temps, on est déjà bien avancé dans le temps, mais il reste quand même encore quelques minutes pour poser des questions. Et je laisse au modérateur de prendre la parole de nouveau. Oui, bonjour. Voilà. Il y a différentes questions qui sont arrivées chez nous ici, que vous voyez sans doute aussi dans le chat. La première question sera pour Sophie, Sophie Personne. Il y a une question sur Datura, sur la dose létale de Datura. On sait que c'est assez toxique, donc vous avez sans doute les données là-dessus. Donc, merci de nous informer là-dessus après avoir fait unmute pour que nous vous entendons. Oui. Oui, donc j'ai fait rapidement la recherche parce que je ne connaissais pas donc la toxicité du Datura par cœur et la dose létale 50 du Datura, c'est 300 mg par kilo de poids corporel. Et donc dans le graphique que je vous ai montré, ça se situe donc entre l'imidaclopride et l'acide acétylsalicylique. Et par rapport au glyphosate, le Datura est donc 18 fois plus toxique. Oui, merci beaucoup de la réponse, Sophie, très claire. La deuxième question qu'on a reçue vient de Simon Dirix. Il s'agit d'une étude française. Là, ce sera difficile maintenant pour répondre, donc on va étudier, on va certainement envoyer la réponse. C'est un peu difficile de voir de quelle étude il s'agit maintenant immédiatement, mais vous pouvez être sûr qu'on va vous informer là-dessus.
Et puis la question suivante, c'est sur la présence de glyphosate dans les urines. C'est sûr qu'il y a des études là-dessus. Sophie, je suis aussi convaincue que tu les connais. Tu peux réagir face à cette issue avec l'urine et le glyphosate dans l'urine. Merci. Oui, donc c'est une question très pertinente parce qu'effectivement, on peut être exposé au glyphosate comme à d'autres substances actives ou comme à d'autres substances que l'on rencontre quotidiennement dans sa vie courante. Et comment on peut se faire l'exposition au glyphosate? Ça peut se faire soit parce qu'on est présent lors de l'application, étant soi-même utilisateur ou passant à proximité d'un endroit où quelqu'un utilise du glyphosate. On peut également être exposé au glyphosate parce que l'on consommerait des aliments qui contiennent un niveau en résidu de glyphosate. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, le glyphosate est absorbé par le corps, mais on remarque que 99% du glyphosate absorbé par le corps est rejeté dans les 48 heures par les urines. Donc ça, c'est les études scientifiques qui nous le disent, et donc c'est très rassurant. Et je veux aussi revenir sur comparer ça au slide que Marc montrait et la différence entre exposition et risque. Donc, ce n'est pas parce qu'on est exposé à une substance que celle-ci représente un risque pour la santé. Il faut peut-être aussi ajouter que pas mal de tests qui ont été utilisés pour voir s'il y a des glyphosates dans l'urine, en fait, ils cherchent de l'AMPA et la façon de test montre qu'il n'y a pas dans tous ces cas du glyphosate qui est à la cause. Merci beaucoup. Il y a encore une question sur la cancérogénité du glyphosate. Je sais que Marc, vous avez bien expliqué. Je ne sais pas avec cette explication que la réponse est vraiment répondue. Je crois que oui, mais peut-être c'est bien à élaborer aussi un peu. Voilà, il y en a qui disent que c'est pas cancérogène du tout. Il y en a qui disent voilà, c'est probablement cancérogène, mais quel est le point de vue de Bayer? Je ne sais pas, peut-être Marc, tu peux encore ajouter un petit mot là-dessus. Voilà, toutes les études qu'on a faites et qui ont été acceptées par les autorités en Japon, Australie et d'autres, ils ont fait l'évaluation que ce n'est pas cancérigène. Il y a seulement un organisme qui dit que c'est probablement carcinogène et ça, c'est un petit peu la difficulté aussi dans la science. Les gens attendent parfois que c'est noir ou blanc. Ce n'est pas toujours tellement évident, mais avec toute la connaissance qu'on a pour l'instant, toutes les études qui ont été faites, qui ont été évaluées par différentes autorités, le produit n'est pas cancérogène. Merci beaucoup, Marc. Dernière question que je vois ici dans le chat. C'est concernant le CO2, Marc. Donc, vous avez parlé du bénéfice de CO2. Et la question qui est mise ici, ou qui est posée ici, est-ce que quelle utilisation a été prise en compte pour le calcul des bénéfices CO2? Est-ce que c'est un usage annuel en monoculture, OGM, comme aux États-Unis ou au Brésil, ou est-ce qu'il s'agit ici d'une rotation tous les 3 ans, comme en Europe, par exemple? Il y a les différents éléments qui ont été pris en compte. Quand on regarde l'Europe, c'est principalement dans l'agriculture de conservation qu'on a regardé et qu'on a comparé. Bien sûr, il s'agit des estimations parce que comme les gens savent, il n'y a pas un système et une façon de faire l'agriculture. Il y a différentes façons de faire l'agriculture avec une ou plusieurs applications de produits protection de plantes ou de glyphosate. Mais dans ces études-là, on a comparé sur différents champs qui ont été traités de différentes façons, cultivés de différentes façons. On a comparé en fait les émissions des gaz à effet de serre par l'utilisation du fuel, par exemple, mais aussi par la nitrification dans le sol, qui est plus importante dans une sol qui est par exemple labourée que dans une sol qui n'est pas labourée. Maintenant, ces détails, on les a. Si les gens aiment avoir les détails de ces études-là, on peut les envoyer.
Merci beaucoup, Marc. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, sauf sur l'étude française, et comme promis, on en verra. Avec ceci, il ne me reste que de vous remercier de votre attendance et aussi de la coopération, des questions que vous avez posées. On vous enverra, comme promis, la présentation et l'enregistrement de cet événement. Avec plaisir. On reste à votre disposition aussi dans l'avenir. Si vous avez des questions ou des remarques, on est toujours là pour aller en débat avec vous, certainement. Merci beaucoup d'être venu chez nous et à la prochaine.